Les comportements à risque augmentent chaque jour. La vigilance diminue, mais le nombre de nouvelles personnes touchées par le sida ne diminue pas au Congo. Dans cette guerre sanitaire contre la maladie, le dépistage est essentiel pour éviter la propagation et est vital pour que les personnes affectées soient prises en charge et bénéficient d'un traitement médical. Aujourd'hui, une personne sur deux au Congo ne connaît pas son statut. Je suis séronégative. Je suis séropositif. Le gouvernement et de nombreuses associations mettent à disposition des centres de proximité avec du personnel soignant et des docteurs prêts à aider, renseigner, dépister, prévenir et accompagner gratuitement. Le dépistage est simple, anonyme, rapide, sans jugement. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, ce soir nous allons parler de l'AVC dans cette émission. En fait, c'est quoi un AVC? Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, également appelé attaque cérébrale. C'est une perte soudaine de la fonction d'une partie du cerveau, provoquée soit par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur d'une artère cérébrale, soit par la rupture d'une artère avec saignement dans le crâne ou le cerveau. Ce soir donc, nous avons sur ce plateau plusieurs spécialistes pour nous éclairer sur ce sujet. Et je leur laisse le soin de se présenter auprès des téléspectateurs. Merci, M. Bebeni, de nous avoir invités sur ce plateau pour parler des accidents vasculaires cérébraux. Je suis donc professeur Paul Macaire Osunguié. Je suis professeur titulaire de neurologie à la Faculté des sciences de la santé, chef de service de neurologie au CHU de Brazzaville, secrétaire général de la Ligue franco-africaine contre les accidents vasculaires cérébraux et coordonnateur Afrique centrale de l'Organisation africaine des AVC. Merci. Moi, c'est le docteur Moigny Gajou Yvette, spécialiste en médecine physique et réadaptation. C'est une spécialité donc, qui s'occupe de la rééducation des patients qui ont des déficiences donc, neurologiques ou neuro-orthopédiques. Merci beaucoup. Moi, je suis le professeur Mapou Njanko Yakuba. Je suis professeur titulaire de neurologie au Cameroun, à l'université de Douala, où je suis chef de département des sciences cliniques à l'université. Et au niveau de l'hôpital, je suis le chef d'unité de neurologie. Et au niveau international, je suis le vice-président de l'African Academy of Neurology, pour dire l'Académie africaine de neurologie, où je suis vice-président en charge de l'Afrique centrale. Merci. Alors, soyez les bienvenus à l'émission Carrefour Santé. Merci. Alors, ma première question s'adresse au professeur Macaire. Parlez-nous de l'AVC, accident vasculaire cérébral, en français facile, professeur. En français facile, comme on dit, accident. Accident, c'est un événement imprévisible, donc qui arrive de façon soudaine. Vasculaire parce que c'est au niveau des vaisseaux. Et cérébral, ces vaisseaux, ce sont des vaisseaux du cerveau. Donc c'est un événement imprévisible, soudain, qui arrive au niveau des vaisseaux du cerveau, principalement de deux ordres. Il peut s'agir d'un caillot qui bouche un vaisseau, une artère. On va appeler ça un AVC ischémique ou un infarctus. Et le deuxième cas de figure, c'est une fissure au niveau d'un vaisseau et il y a donc du sang qui va se retrouver dans le tissu cérébral et on appelle ça AVC hémorragique. Alors, quels sont les facteurs de risque, professeur? On appelle facteur de risque, c'est tous les éléments ou un élément qu'un individu a qui le prédispose à avoir un événement ou une maladie donnée. Donc, ce sont des facteurs qui augmentent la possibilité ou la probabilité de faire un accident vasculaire cérébral. Le premier facteur de risque, qui est pour nous, quand on veut mener des actions de sensibilisation, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque des accidents vasculaires cérébraux. Partout dans le monde, on réalise que parmi les populations des gens qui font l'AVC, il y a beaucoup qui sont hypertendus. Ça, c'est le premier facteur de risque sur lequel il faut mener des actions.
Et les autres facteurs de risque, nous avons l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on a le risque de faire un AVC. Mais en sachant que l'âge isolé, il ne faut pas que les gens aient la crainte pour dire que quand on prend de l'âge, on va faire un AVC. L'âge de façon isolée est un risque, est un facteur de risque minime. Mais souvent, quand on prend de l'âge, il y a d'autres facteurs qui s'associent et c'est la multiplication de ces facteurs qui fait que les sujets âgés fassent plus des AVC. Donc nous avons l'âge, nous avons le diabète, l'hypercholestérolémie, ça veut dire qu'un taux de mauvais cholestérol élevé dans le sang, le tabac, la prise de certaines pilules chez la femme, et particulièrement pour l'AVC hémorragique, il y a l'alcool qui est un facteur de risque. Est-ce qu'on peut parler des signes d'alerte, professeur? Oui, comme je vous l'ai dit, l'AVC c'est un accident, donc un événement imprévisible. On pensera à un accident vasculaire cérébral devant tout signe neurologique qui arrive brutalement et qui a l'air d'être localisé ou focalisé à un endroit donné. Je m'explique. Le trouble peut être moteur. Ça veut dire que ça va être une paralysie qui va se focaliser au niveau de la moitié du corps. Le trouble peut être visuel. Donc une perte de la vision qui aura la particularité de ne concerner qu'une partie du champ visuel. Le trouble peut être des troubles de langage, un sujet qui brutalement a du mal à trouver ses mots, a du mal à parler. Ça peut être des troubles de l'équilibre et de la marche qui surviennent brutalement. Ça peut être des troubles sensitifs. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on ne sent pas bien la moitié de son corps. Ça, ce sont des signes qui font évoquer l'accident vasculaire cérébral. Professeur, comment prévenir un AVC? C'est une très bonne question. Et je pense qu'à cette occasion, comme on disait tout à l'heure, nous sommes ici parce que nous avons la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux qui se tient chaque 29 octobre. Et cette année, au niveau de notre pays, au Congo, nous avons voulu mettre le paquet ou mener des actions particulières sur la prévention. Et donc, la prévention des accidents vasculaires cérébraux, quand on parle de prévention, on a classiquement en médecine, on parle de 3 types de prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est-à-dire que c'est tout ce que l'on fait avant que l'événement n'arrive, pour prévenir la survenue de cet événement. En matière d'accidents vasculaires cérébraux, les facteurs de risque sont connus. Les causes, je dirai un petit mot sur les causes tout à l'heure, sont connues. Et donc, prévenir les accidents vasculaires cérébraux, c'est mener des actions concrètes sur ces facteurs de risque. Le premier facteur de risque, nous l'avions dit, c'est l'hypertension artérielle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que des sujets se fassent dépister de l'hypertension artérielle. Et une fois qu'on est identifié comme hypertendu, on doit se prendre en charge. Et il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que le traitement de l'hypertension artérielle, ce n'est pas comme le traitement d'une infection ou d'une maladie ponctuelle où on prend un traitement, ça passe comme on prend le traitement du paludisme. Le traitement de l'hypertension artérielle est un traitement au long cours, un traitement à vie. Parce que entre l'hypertension artérielle et le médicament, c'est comme les 2 bras d'une balance. Souvent, le sujet prend son traitement, la pression artérielle est équilibrée, il dit « je suis guéri », il abandonne son traitement. Et comme il n'y aura plus de traitement sur l'autre bras, la balance de la pression artérielle va remonter, forcément.
Et donc, quand on prend son traitement, on a une pression artérielle normale, ça veut dire que le traitement est bon, ça veut dire qu'il faut poursuivre ce traitement. Il ne faut pas l'arrêter. La deuxième chose sur la prévention, c'est le traitement des autres facteurs de risque, comme je disais, le diabète, l'hypercholestérolémie, il faut arrêter de fumer, arrêter le tabac, l'arrêt de certaines pilules chez les dames. Et il y a aussi un problème d'alimentation et d'exercice physique. On sait maintenant que l'exercice physique régulier, quand on fait au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, est bénéfique pour la prévention de la majorité des maladies cardio-neurovasculaires, donc que ce soit l'AVC, que ce soit la crise cardiaque et même dans les cancers. Et donc la prévention primaire, c'est l'action sur ces facteurs de risque. Mais pour quelqu'un qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, et on sait qu'il a des facteurs, qu'il a des éléments qui peuvent l'exposer à faire ce que nous appelons une récidive, refaire un autre événement. À ce moment-là, nous passons à ce qu'on appelle de la prévention secondaire. Et donc cette prévention secondaire, en plus de tous les éléments de la prévention primaire qu'il faut maintenir, qu'il faut renforcer, à la limite faire ce que nous appelons de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que amener le malade à adhérer à son traitement, à comprendre le bien fondé, l'intérêt de prendre régulièrement son traitement. Et en plus de ces éléments, en fonction du type d'accident vasculaire cérébral, il y a d'autres médicaments que nous ajoutons. Je prends l'exemple, quand il s'agit d'un AVC ischémique où un vaisseau s'est bouché, on est obligé de mettre un médicament qui fluidifie le sang. Et ce médicament qui fluidifie le sang, dans la majorité des cas, c'est de l'aspirine à dose nourrisson qu'on prescrit. Parfois, quand on n'a pas le temps de discuter avec le malade aura l'impression qu'il a fait une grosse paralysie, qu'il a perdu son langage. Et à la sortie, le médecin lui met de l'aspirine en plus à dose nourrisson. Il y a des malades qui arrêtent leur traitement parce qu'ils ne comprennent pas le bien fondé. Or, l'aspirine à dose nourrisson chez l'adulte, ce n'est pas pour traiter la fièvre ni la douleur, mais c'est pour fluidifier le sang. Et ça, c'est quand la cause de l'AVC n'est pas le cœur. Parce que si on veut revenir sur les causes de l'AVC ischémique, par exemple, je peux donner une image en 3 compartiments. Nous savons que cet AVC, c'est un petit caillot qui bouche une artère du cerveau. Et la question qu'on doit se poser, d'où est parti ce caillot? Ce caillot peut partir du cœur, qui est la pompe qui pompe le sang. Et nous mettons tout ça dans ce qu'on appelle des cardiopathies emboligènes. Donc, toute maladie qui provoque un dysfonctionnement au niveau du cœur, qui n'arrive pas à se contracter efficacement. Le sang qui stagne va former des caillots, et quand le cœur se contracte, ces caillots vont dans la circulation sanguine, en sachant que le cerveau à lui seul consomme à peu près 20% de ce que le cœur envoie dans tout l'organisme. Puisqu'il est gourmand, puisqu'il reçoit beaucoup, tout ce qui est aussi déchets, débris ou caillots, la destination privilégiée, c'est aussi le cerveau. Et donc ça, c'est le premier groupe de causes qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. Quand la cause de l'AVC, c'est le cœur, le médicament qu'on met en route pour fluidifier le sang n'est plus l'aspirine. Parce que quand on ne met que l'aspirine, on ne protège ce patient que d'environ 19-21%. Et donc ce malade garde 80% de risque de refaire un AVC. C'est ça l'intérêt de faire un bilan, d'identifier quelle est la cause. À ce moment-là, pour fluidifier le sang, nous mettons des médicaments que nous appelons des anticoagulants, qui sont de plusieurs ordres. Le deuxième groupe de causes, c'est des maladies du contenant, parce que ce sang circule dans un contenant qui sont des vaisseaux. Toutes les maladies qui favorisent l'épaississement de la paroi des vaisseaux, ou la réduction ou la diminution de la lumière du vaisseau, peuvent être responsables des accidents vasculaires cérébraux. Et parmi ces maladies des vaisseaux, la plus fréquente, c'est ce que nous appelons l'athérosclérose.
Et l'athérosclérose est favorisée par tous les facteurs de risque dont nous avons parlé. C'est la plus fréquente des maladies du vaisseau qui entraînent l'AVC. C'est-à-dire la cigarette, l'alcool. Le tabac, l'alcool, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie. Tous ces facteurs favorisent en réalité cette athérosclérose qui va réduire la lumière du vaisseau et parfois former quelques petits débris dans le vaisseau qui peuvent se détacher et boucher un vaisseau plus petit. Et enfin, le troisième groupe de vaisseaux, c'est le sang lui-même qui circule. Toute maladie sanguine qui peut entraîner une hypercoagulation du sang fera que la circulation sera ralentie et au niveau des vaisseaux plus petits, ça peut se boucher. C'est comme quand nous faisons de la bouillie. Si la bouillie est un peu plus liquide, ça peut passer dans certaines tuyauteries, mais si la bouillie est un peu plus lourde, ça peut obstruer. Ça peut obstruer, oui. C'est pareil. Et donc, parmi ces maladies sanguines qui peuvent entraîner l'accident vasculaire cérébral, nous avons la drépanocytose, qui est la première cause de l'accident vasculaire cérébral ischémique chez l'enfant noir. Et donc, la prévention, c'est l'action sur les facteurs de risque vasculaire et le traitement de la cause de l'accident vasculaire cérébral. Il y a un téléspectateur qui voudrait prendre les nouvelles de l'unité neurovasculaire du CHU, dont vous avez la responsabilité. Merci pour ce téléspectateur et surtout pour son intérêt pour l'unité neurovasculaire. Je profite de la présence du professeur Mapouré du Cameroun qui est là, avec lequel on a fait beaucoup de pays d'Afrique, qui pourra certainement parler de l'unité. Je voulais d'abord dire que nous, Congolais, nous devrions être fiers et satisfaits de ce que nos autorités nous ont offert. Parce que l'unité de soins intensifs neurovasculaires que nous avons au CHU de Brazzaville est la première unité de ce standing, comme en Europe, au niveau de tous les pays d'Afrique subsaharienne, excepté l'Afrique du Sud. Donc, pays francophones, anglophones, il n'y a aucun pays qui a une unité neurovasculaire comme ce que nous avons au CHU de Brazzaville. Véridique. Je parle sous le contrôle du professeur Mapouré, qui est vice-président de l'Académie africaine de neurologie. J'en profite pour en parler comme ça devant sa présence. Lui, il dira certainement un mot. Et donc, c'est une fierté pour nous. Et nous réitérons nos remerciements auprès des autorités congolaises, donc le gouvernement, qui nous a donné l'opportunité d'avoir ce genre de... Et rien qu'à cause de cette unité, le professeur Mapouré est là, j'ai eu beaucoup d'invitations dans les congrès africains pour parler de ce que nous faisons dans cette unité, pour inspirer les autres pays à avoir ce genre d'unité. Et je puis vous dire, j'ai fait le Maroc, il y a beaucoup de CHU, beaucoup d'établissements publics au Maroc qui ont eu ce genre d'unité après nous. Ça veut dire que parfois, quand un malade congolais partait de Brazzaville, qui sort de l'unité pour aller au Maroc, il va se retrouver dans une structure qui est moins que l'unité que nous avons. Professeur, vous confirmez ou vous infirmez? Bien évidemment, ce n'est que de la pure vérité. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer toute notre gratitude au gouvernement congolais qui a eu la sagesse de construire, de bâtir cette unité neurovasculaire qui est effectivement la première en Afrique subsaharienne. Donc il y a les mêmes standings, c'est-à-dire qui comporte des recommandations internationales d'une unité neurovasculaire. Et donc c'est l'occasion ici pour moi de demander aux Congolais que s'il y a le moindre signe d'alerte que le professeur Paul souvenait de nous citer tout à l'heure, de se diriger vers ce centre pour avoir les soins de qualité. Et qu'on ne devra pas avoir de complexe à se faire soigner là-bas au lieu de prendre l'avion, parce que le cerveau, c'est un organe où on ne perd pas de temps. Donc, time is brain. Donc, quand on a l'AVC, il faut agir tout de suite ou alors tout se casse. Donc, au lieu d'aller prendre l'avion pour aller quelque part,
Il se dirige à l'unité de neurovasculaire du CHU de Brazzaville, qui est la meilleure en Afrique subsaharienne à ce jour. Oui. Docteur Moigny, après l'AVC, à quel moment intervient la rééducation fonctionnelle? Alors, merci pour la parole. La rééducation fonctionnelle va intervenir le plus tôt possible. Même dès l'instant où le patient est hospitalisé dans le service d'unité neurovasculaire, on commence la rééducation le plus tôt possible. Ah oui, d'accord. Oui. Pendant que le patient est dans l'unité? Oui, on va commencer déjà la rééducation le plus tôt possible pour éviter qu'il s'installe, pour éviter les complications de décubitus. C'est qu'on appelle, parce que comme le patient est couché, il peut développer des complications. Donc pour éviter les complications de décubitus, pour éviter qu'il puisse s'installer de rétraction, donc il faut mobiliser, donc commencer la rééducation le plus tôt possible. Et après, à la sortie de l'unité neurovasculaire, on va faire une rééducation soit dans le service de neurologie, soit même quand il sort de l'hôpital à domicile, à titre externe. Et pratiquement, ça se passe comment? Alors pratiquement, en tant que médecin, d'abord, nous recevons le patient, nous allons définir qu'est-ce qu'il présente comme déficience, donc comme anomalie. Et par rapport à ça, on va définir un projet thérapeutique. S'il a un problème de marche, on va essayer de travailler par rapport à ça. C'est un problème de préhension. On essaye de l'apprendre comment tenir des objets. S'il a un problème de langage, c'est l'apprendre comment parler. Donc, c'est par rapport à ce qu'on va avoir qu'on va essayer de définir un projet thérapeutique donné. Mais nous voulons surtout insister sur le fait que la rééducation, c'est vrai, on va travailler avec une équipe donnée. Donc, nous définissons donc des kinésithérapeutes et des orthophonistes. Et la kinésithérapie, ce n'est pas le massage. Donc, quand le patient, vraiment, on va insister dessus, le patient, oui, parce qu'on a tendance à masser. À masser. Donc, oui. La rééducation, ce n'est pas le massage. Le massage ne veut pas dire la rééducation. Donc, les patients qui, à domicile, se font traiter par des masseurs qui viennent les masser à la longue, après, c'est des complications qui vont s'installer. Le patient, ou bien qui se font traiter par les tradithérapeutes, ils vont installer de rétraction. Le patient aura du mal à bouger le membre, il ne pourra même plus marcher, alors qu'à l'hôpital, on définit un projet donné et par rapport à ce projet, donc le donner plus d'autonomie possible pour la qualité de vie à long terme. Donc, vous insistez auprès des téléspectateurs, auprès des populations, après un AVC, on ne doit pas masser un patient. Après l'AVC, il faut se rapprocher d'une structure hospitalière. Par rapport à ça, on va définir un projet thérapeutique donné et ne pas insister seulement sur le massage à domicile. Ne pas chercher les massages, c'est les pasteurs, les praticiens ou bien les masseurs. On insiste dessus. Ce n'est pas seulement le massage. Il y a tout un... Peut-on conduire après un accident vasculaire cérébral? Oui, on peut conduire, mais pas. Ça dépend de la récupération. Mais quand même, dans les 6 mois suivant l'accident, quand même, je pense qu'il faut être quand même assez prudent. Et par rapport à ce que le patient va présenter, on va essayer de revoir s'il peut reprendre la conduite automobile. Il peut reconduire, mais il faut redéfinir. Oui, s'il récupère totalement, il peut conduire et on peut reprendre. Est-ce qu'on récupère totalement d'un AVC? Tous les patients ne récupèrent pas de la même façon et on a remarqué que les patients vont plus récupérer au niveau du membre inférieur, donc la marche, récupère plus facilement. Par contre, au niveau du membre supérieur, donc au niveau des bras, malheureusement, la récupération est un peu plus difficile. Donc, certains vont récupérer totalement, d'autres, par contre, ne vont pas récupérer. Mais on va quand même essayer de leur donner une meilleure qualité de vie par rapport aux capacités qu'ils ont. Que peut être l'apport de l'entourage ou de la famille auprès du malade? Alors, la famille doit entourer le maximum possible et aider le maximum possible les patients, n'est pas l'infantiliser. Donc, si le patient ne marche plus, il faut quand même ne pas l'infantiliser, ne pas le transformer c'est comme s'il régressait, ne pas essayer il faut pas diminuer son rôle dans la famille. Donc, il faut le faire participer le maximum possible dans les activités qu'il est capable de faire. Il ne faut pas vouloir l'aider le plus possible. Donc, ce qu'il peut faire, il faut le laisser faire. Il faut l'autonomiser. Il faut l'autonomiser, voilà. Ce qu'il peut faire, il faut le laisser faire. Et il faut toujours l'entourer. Ce n'est pas parce qu'il a un handicap qu'il faut le rejeter ou bien le mettre de côté. Il faut quand même plus l'entourer. Plus il est entouré, plus il aura une meilleure qualité de vie. Plus il récupère psychologiquement. Oui, plus aussi, il sera aussi bien au niveau psychologique. Professeur, quel est le pronostic après un accident vasculaire cérébral?
Oui, après un accident vasculaire cérébral, lorsqu'on prend une centaine de personnes victimes d'AVC, après l'accident vasculaire cérébral, on a environ un quart, donc 25% qui vont décéder dans les jours qui suivent leur AVC, et souvent à l'hôpital, donc 25% vont décéder. On a 25% qui pourront récupérer de façon complète de leur déficit, donc de leur lésion, alors que 50% vont garder des séquelles et vont donc justifier leur présence régulière dans les services de réadaptation ou de rééducation pour cela. Et les statistiques sont vraiment établies. Ça, c'est des statistiques établies. On a tourné, c'est presque les mêmes choses dans tous les endroits. C'est exactement cela. Merci, M. Bebeni, de nous inviter à cette émission à l'occasion de la journée mondiale contre les accidents vasculaires cérébraux. Parce que chaque 29 octobre, comme nous disons souvent, c'est la journée dédiée à la sensibilisation, à l'information pour la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, dans chaque pays, il y a des actions qui sont menées, des campagnes parfois, et nous avons choisi à cette occasion votre plateau pour essayer de passer un message à la population, particulièrement sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Et puis, nous aborderons, mes collègues aborderont particulièrement un des aspects négligés, cependant fréquent, chez des malades qui ont fait un accident vasculaire cérébral, qui est leur vie de couple ou leur sexualité après l'accident vasculaire cérébral. Merci. J'en profite pour dire que nous sommes honorés d'être reçus sur ce plateau à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Et en tant que vice-président de l'Académie africaine de neurologie, donc j'en profite pour dire que ce qui est en train de se passer exactement à cet instant ici au Congo est en train de circuler dans toute l'Afrique centrale dans l'optique de sensibiliser, d'éduquer les populations sur la possibilité de prévenir cette maladie qu'est l'accident vasculaire cérébral, qui représente la deuxième cause de mortalité dans le monde. Donc nous vous remercions pour cet effort. Merci. Pour compléter un peu les données de mon cher ami le professeur Mapouré, comme il a dit dans le monde, mais il y a un registre mondial, global, qui fait un peu le point sur les différentes causes de mortalité, le fardeau de chaque maladie dans le monde. Et l'édition de 2019 montre que l'AVC passe comme première cause de mortalité en Afrique. C'est bon ça. Chez l'adulte. Donc l'intérêt de mener des campagnes de sensibilisation, parce que la prévention reste la meilleure des choses. Vous verrez, bon, en termes de statistiques, on va vous dire dans le monde, comme mon ami Mapouré l'a dit, que l'accident vasculaire cérébral est la deuxième cause de mortalité dans le monde, après les cancers. Ça veut dire quoi? Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans n'importe quel coin du monde, l'accident vasculaire cérébral reste mortel. Et donc, vaut mieux prévenir que guérir. Ou vaut mieux prévenir que mourir. Merci. Donc là, sur le plateau, je viens de recevoir deux nouveaux invités. Ils vont se présenter librement. Docteur Josué Diatewa, neurologue, assistant de neurologie à l'université Marion Gopi. Docteur Paris Bedel, neuropharmacologue, neurodéveloppementaliste et détenteur d'un BU de sexologie. Je suis actuellement poste au CSU dans le service de neurologie. Alors j'ai une question à vous trois.
le plus inspiré répondra. Oui. Comment expliquer la survenue des troubles sexuels après l'AVC? En fait, l'AVC est très souvent associé à des dysfonctions sexuelles. Ces dysfonctions viennent soit de la lésion occasionnée par l'AVC, soit des facteurs associés, donc enfin des conséquences de l'AVC qui interfèrent avec la fonction sexuelle. Ces facteurs peuvent être physiques ou psychologiques. Donc, facteurs physiques ou psychologiques qui interfèrent avec la fonction sexuelle. Donc en gros, il y a 3 causes. Lésions causées par l'AVC, facteurs associés qui peuvent être physiques ou psychologiques, qui ont pour intérêt donc d'agir sur la fonction sexuelle. Professeur? Oui, ça va toujours dans le même sens pour dire que en fonction de la partie du cerveau qui peut être lésée, le malade qui est victime d'AVC peut présenter de façon sévère une dysfonction sexuelle. La deuxième chose qui est hyper importante, comme venait de dire le docteur, c'est l'aspect psychologique, la dimension psychologique. Imaginez-vous lorsque vous êtes un chef de famille et qu'un jour vous vous retrouvez paralysé et que ce n'est pas vous que votre famille vit, c'est vous qui travaillez, vous ne pouvez plus travailler. Et à la maison, parfois, du fait que vous n'êtes plus rentable, vous ne pouvez plus donner ce qu'il fallait à votre famille, vous perdez votre responsabilité vis-à-vis de votre famille. Et du coup, c'est la dépression. Et la dépression est la mère de la dysfonction sexuelle aussi, après un accident vasculaire cérébral. Toujours dans le même ordre d'idées. Votre question, elle est bonne, elle est vaste. Et à cela, je pense qu'il faudrait déjà commencer par dire à la population que les troubles sexuels après un accident vasculaire cérébral sont très fréquents. On n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou dans notre contrée, surtout en Afrique. Et le fait de ne pas en parler fait que beaucoup de gens en souffrent. Et la proportion qu'il y a chez nous, d'après les études qui ont été menées à Brazzaville, cette fréquence touche environ 55% des patients qui sont victimes d'un AVC. Et de tous ces patients, il y a certains qui ont repris l'activité sexuelle et d'autres non. Mais parmi ceux qui ont repris l'activité sexuelle, il y a 92% de patients qui se plaignent d'avoir un trouble sexuel. C'est pour dire que ce problème est un problème de taille. Et bien entendu, on n'en parle pas. Les causes, le professeur Mapouré et le docteur en Paris en ont parlé. Nous avons la localisation de l'accident vasculaire cérébral. Nous avons les causes psychologiques. Mais une chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a une importante répercussion sur le partenaire qui lui aussi vit la chose de façon difficile. Enfin, sur la partenaire. Là où le partenaire peut vivre en fait de façon difficile le trouble sexuel du malade. Et je voudrais ajouter quelque chose pour montrer la dimension de l'accident vasculaire cérébral sur la fonction. Nous avons essayé d'étudier si réellement l'AVC était à l'origine de la dysfonction sexuelle. On a pris un groupe de personnes victimes d'AVC, on a sélectionné un deuxième groupe, des gens qui ont le même âge, qui ont à peu près les mêmes facteurs de risque vasculaire, c'est-à-dire l'hypertension, diabète, etc. Donc il n'y a pas de différence. La seule chose qui faisait la différence dans les deux groupes, ce n'était que le fait qu'un groupe avait fait l'AVC. Et à la fin, lorsqu'on a essayé de déterminer la fréquence, la prévalence de la dysfonction érectile, c'est-à-dire le problème de dysfonction sexuelle, on s'est rendu compte que le fait d'avoir fait un AVC multiplié par 7 la probabilité de développer une dysfonction sexuelle par rapport à une autre personne du même âge qui a à peu près les mêmes caractéristiques en termes d'hypertension, de diabète, de cholestérol, etc. Donc pour dire que l'AVC est quand même quelque chose de majeur dans la survenue de la dysfonction sexuelle. Ça, c'est d'un. De deux aussi, il faut également signaler qu'à cet âge où survient l'AVC, une bonne partie, le professeur Oussou le disait tout à l'heure, une bonne partie de cette population souffre d'hypertension artérielle.
On a jusqu'à 30% qui sont diabétiques. On a jusqu'à 50% qui ont un excès de cholestérol ou bien qui ont ce qu'on appelle dyslipidémie, un excès de graisse. Et ça va altérer aussi les vaisseaux qui vont contribuer à l'érection, par exemple, chez l'homme. Et donc, du coup, il y a déjà même un problème à la base. Et quand donc vient s'ajouter l'AVC, ça ne fait qu'augmenter les difficultés chez les patients. Parmi les causes, il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, et ça, c'est vraiment vrai, enfin, pour les patients qui ont fait leur AVC, soit pendant le rapport sexuel ou juste après le rapport sexuel. Donc, ces patients vont garder en mémoire l'environnement dans lequel ils ont fait leur AVC. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont avoir peur, donc d'avoir un nouveau rapport sexuel, donc pour éviter de refaire un autre AVC. Et là, en l'occurrence, la mémoire joue un rôle très très important. Donc, le décor du lieu dans lequel le patient fait son AVC va devenir comme une scène de crime. À chaque fois qu'il va se retrouver dans le même décor, la peur va s'installer. Et tout le monde sait que la peur et l'érection font deux. On ne peut pas avoir une érection quand on a peur. Et donc, du coup, la peur va entretenir toujours la peur. Et donc, du coup, va s'installer les troubles de l'érection. Ça, c'est particulièrement vrai chez des personnes qui ont fait leur AVC pendant ou juste après le rapport sexuel. Et cela de temps vrai parce qu'en consultation en général, pour les hommes, lorsqu'ils reviennent avec ce problème sexuel, même quand l'homme veut désirer reprendre l'acte sexuel, la femme ou la partenaire dit je ne veux pas que ça recommence parce que si tu as fait ça pendant qu'on était en train d'avoir le rapport sexuel, si on recommence, tu risques d'encore refaire. Et c'est souvent à la consultation, le monsieur fait venir l'épouse, et souvent on fait une consultation classique, et c'est vers la fin que c'est la dame qui pose la question docteur, est-ce que l'on peut reprendre l'activité parce qu'il ne fait qu'insister et moi j'ai peur. Donc c'est une question réelle, ce que dit le docteur, c'est une question de pratique qui est vraiment réelle, quotidienne dans la pratique. Une autre difficulté aussi, on a parlé de l'hémiplégie. Lorsqu'on est hémiplégique, la mobilisation du corps devient douloureuse. Pour faire l'amour, il faut faire des mouvements. Et là, en l'occurrence, donc si la mobilisation du corps devient douloureuse, on a peur d'avoir cette douleur. Et donc, du coup, ça peut avoir des conséquences sur la sexualité. Juste l'hémiplégie peut avoir des conséquences sur la sexualité parce que la mobilisation du corps devient douloureuse. Et donc, on n'a pas envie... Quand on fait l'amour, c'est pour avoir du plaisir. Mais s'il faut souffrir, c'est pas la peine. Au moins d'être maso. Et puis donc, on en perd l'envie. Et puis une autre cause, il y a des causes médicamenteuses. Donc des patients qui ont fait des AVC, il faut les traiter. On les traite avec des antihypertenseurs, en gros des antidépresseurs et des antidiabétiques. Certains de ces médicaments sont connus pour avoir un effet sur la libido. Enfin, ça pourrait une dégradation de la libido, c'est-à-dire le plaisir sexuel. Donc là aussi, ça peut engendrer des troubles de l'érection, par exemple. Les antidépresseurs comme les tricycliques ou les antihypertenseurs comme les bêta-bloquants sont connus pour émousser le désir sexuel. Alors, tout ça, c'est un véritable problème, ça, social. Ouais. Et comment y remédier? Alors, avant d'aborder comment y remédier, il faudrait savoir quels sont ces troubles. Quels sont ces troubles sexuels? C'est ça la bonne question. On va les décrire. Justement. Bon, mais on va peut-être... Oui. Non, la question, elle est bien fondée. Oui. Mais alors, dites-moi un peu, vous qui êtes spécialiste dans le domaine, quels sont ces troubles sexuels? Alors, les troubles sexuels ne sont pas forcément les mêmes que l'on soit chez l'homme ou chez la femme. D'après ce qu'on a remarqué chez le Congolais, vu que nous avons fait cette étude à Brazzaville et dans beaucoup de pays d'Afrique, comme même au Cameroun, chez l'homme, le principal trouble sexuel que nous avons, c'est la dysfonction érectile. Donc, ce qu'on appelle couramment les troubles de l'érection. En tête de file, suivi des troubles de l'éjaculation. L'éjaculation peut être précoce ou retardée, mais très souvent, l'éjaculation est précoce. Par la suite, nous avons la baisse du désir sexuel ou baisse de la libido
Et enfin, nous avons remarqué l'anorgasmie, la perte de l'orgasme. Chez la femme, par contre, on a beaucoup plus remarqué la perte du désir sexuel. Ce sont les principaux troubles sexuels que l'on a remarqués chez les patients qui viennent en consultation. Du coup, prendre en charge ces troubles sexuels doivent tenir compte du type de troubles sexuels que nous avons. Bien évidemment, nous avons le problème d'ordre psychologique dont il faut prendre en charge, qui est le plus important, mais aussi prendre en charge l'accident vasculaire cérébral en lui-même avec la séquelle, parce que comme on a dit, il y a la cause physique. La partie du cerveau qui est touchée a un contrôle sur le désir, d'autres sur la fonction érectile. Et donc, l'une des meilleures façons de prendre en charge le patient, c'est d'abord un accompagnement psychologique, les rassurer sur le fait qu'ils peuvent avoir une vie sexuelle après l'accident vasculaire cérébral. Bien entendu, il y a un délai. On va se dire après 6 mois, le temps de laisser passer la fatigue, l'asthénie physique qui est consécutive à l'accident vasculaire cérébral, et donc me permettre de récupérer. L'accompagner psychologiquement, même pour le couple, le partenaire doit aider la personne malade pour qu'il ne se sente pas lésé. Parce que le désir, même le malade, il peut l'avoir, quand il peut avoir diminué par peur de la récidive. Pourtant, c'est quelque chose qu'on peut dépasser. Et bien sûr, il y a aussi, on peut avoir d'autres traitements qui vont au-delà de la sphère psychologique ou physique, dont les sexologues, les urologues, les gynécologues peuvent contribuer. Pour quelqu'un qui est dans cette situation, il faut lui donner de l'espoir, il faut le rassurer. Et comment y remédier? Ce qu'on conseille à une personne qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a un trouble sexuel, la première des choses, c'est en parler avec son médecin. Autant il aura peut-être honte d'en parler avec son partenaire ou en famille, nous l'encourageons à l'aborder lors des consultations de contrôle. Mais d'un autre côté, nous aussi, en tant que praticiens de la santé, nous avons institué de façon systématique cette demande aux patients. Avez-vous un problème d'ordre sexuel? Nous évaluons en posant plusieurs questions afin de le rechercher, parce que ce n'est pas toujours évident pour un Africain d'en parler, un sujet, tout le monde en fait, d'en parler. Donc, nous abordons cette question et nous encourageons les patients à en parler. Le fait d'en parler, on sort de cette frustration, de ce manque d'estime de soi, de cette dépression, de cette anxiété, ce qui est déjà un pas en avant vers un processus de guérison en fait, du trouble sexuel, puisque la grande majorité des cas, c'est d'ordre psychologique. En parler. Venir en parler au moins avec son médecin, ou son neurologue, ou le sexologue, parce que maintenant nous incorporons des consultations de sexologie dans le suivi des patients post-accident vasculaire cérébral, parce que le malade est un tout. Absolument. Docteur? Effectivement, et tout a été dit par le docteur. Donc la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc il y a le médicament, enfin le médecin, il y a le psychologue et le sociologue aussi. Donc c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Enfin, la première chose, il faut faire le point donc, sur les causes en fonction des causes de ces troubles de sexualité, voir s'il faut l'apport des médicaments ou que l'apport de la psychothérapie. Professeur. Je partage entièrement toutes les règles de prise en charge des troubles sexuels post-AVC. Tout a été dit. Tout a été dit. Ben, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce plateau et je suis heureux d'être à Brazzaville auprès des miens. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci à vous. Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je suis pas un monstre et je ne suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés
au terme de cette émission dédiée aux AVC. Je dis merci à nos invités pour leurs précieux conseils et surtout pour leurs réponses aux questions que tout le monde se pose chaque jour. Et oui, prenez bien soin de vous et des vôtres car votre santé est votre bien le plus précieux. Merci à tous, au revoir et à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Et surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement de la République. À bientôt.